Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle interview. Je suis en compagnie donc de Michel. Comment tu vas? Merci à toi d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Bonjour, moi c'est Michel Plante. Je suis lutteur principalement on va dire, dans l'Est du Canada. Québec, Ontario, Maritime. Ça fait longtemps que je suis pas allé dans les Maritimes, mais bref. Lutteur depuis environ 14 ans. Donc, ça me résume, je dirais. Alors, du coup, question tout simple pour qu'on commence à découvrir le catch, toi, pour la toute première fois. Est-ce que c'est comme l'histoire de tout le monde, tu vois, la télévision euh, Euh, Moi, principalement, de la façon que j'ai découvert la lutte, c'est comme tout le monde, je dirais, à télé quand j'étais plus jeune. Mais j'ai vraiment accroché dans les années, je dirais 2005-2006. C'est vraiment là que j'ai commencé à écouter la lutte euh, vraiment plus assidûment quand j'ai découvert la TNA. Les débuts de la TNA avec les AJ Styles, Samoa Joe, Chris Sabin et tout ça, c'est vraiment là que j'ai accroché, que mon focus s'est tourné sur la lutte, puis je me suis mis à écouter ça toutes les semaines. Fait que c'est vraiment là que j'ai commencé. Puis après ça, avec un groupe d'amis, j'ai découvert que j'avais plein d'amis qui aimaient ça. Fait qu'on s'est mis à écouter un peu de tout. Le TNA, la WWE. J'ai rattrapé les années de l'Attitude Era que j'avais manqué les 10 ans avant. Fait que c'est un peu là que tout a commencé. Je dirais 2005-2006, c'est pas mal là que j'ai vraiment commencé à écouter la lutte le plus. sacrée année, hein, l'attitude RH. Je crois que c'est l'une des meilleures années et je crois qu'on en aura malheureusement plus une année comme ça. C'est un peu bizarre parce que tu vois, regarde, toi, tu parles directement de la TNA alors qu'en général. Je pense qu'il faudrait que tu te rapproches du micro parce que ça coupe. Encore une fois, il échange ce micro. Tu m'entends mieux? Ouais. Désolé. Ok. Je disais, c'est particulier parce qu'en gros, en général, les gens, ils ont l'habitude de tomber sur un épisode de Raw, un épisode de SmackDown. Toi, c'est un épisode de la TNA qui t'a tout de suite fait accrocher. Exact. C'est sûr, c'est différent du reste du monde, mais moi, c'est vraiment. En fait, c'est vraiment AJ Styles quand je l'ai vu. Je me rappelle plus c'était quoi? C'était un épisode à la télé, mais quand je l'ai vu, j'ai accroché puis j'ai fait ah ok, la lutte, c'est différent de ce que je me rappelle d'écouter justement Raw par-ci par-là ou des choses comme ça. C'est là que j'ai fait oh shit, ok. Il y a d'autres luttes ailleurs, puis ça me parlait plus. Fait que. Ça a été quoi pour toi l'élément déclencheur qui t'a permis justement donc de passer en tant que simple fan de catch à catcheur aujourd'hui? Qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête et combien de temps ça t'a pris justement? En fait, j'imagine qu'il y a plein de monde qui ont passé par là, là. J'écoutais la lutte avec un groupe d'amis assez régulièrement. Je dirais à tous les mois au moins on se réunissait pour écouter les pay-per-view et tout ça. Puis à un moment donné, nous est venue l'idée d'essayer de la lutte, d'essayer de voir si localement il y en avait ou quoi que ce soit. On a découvert une petite promotion, la R2W dans le temps, qui était comme à 15 minutes de route de chez nous, d'où ce qu'on écoutait la lutte. Fait qu'on a décidé un samedi soir d'aller voir ça. Puis tout de suite, on a fait oh, c'était un bon show, mais c'était accessible. Fait que moi puis 3 autres, on a décidé, hey, on va aller demander au promoteur voir s'il y a moyen de. C'est comment qu'on apprend et tout ça. Puis c'est à partir de là, eux autres, il y avait une école. Dans le fond, il y avait un gala à toutes les 2 semaines. Fait qu'on se rencontrait là le matin et puis il y avait un training d'environ 4-5 heures. Puis c'est le même que j'ai appris au fil du temps avec eux autres de la lutte. Fait que ça n'a pas été un processus long, ça a été un coup de tête. On va voir ce qui se fait au Québec. Puis tout de suite, j'ai accroché, moi puis une couple d'amis, on a décidé d'embarquer dans le bain. Puis le reste, c'était autour de fin 2008. Ça m'a pris 1 an environ à embarquer dans le ring. Puis mai 2010, c'est là que tout a commencé. Tu savais, toi, ou pas du tout, qu'il y avait du catch près de chez toi? Parce qu'en général, tu vois, on ne jamais une petite recherche sur Internet et puis c'est comme ça qu'on l'apprend. Toi, tu n'étais pas du tout au courant. En fait, j'étais, on va dire, à moitié au courant. Parce que ce qui arrivait, c'est que à l'époque,
avant le network. Fallait acheter les pay-per-view et tout ça. Puis nous, on avait un cinéma proche de chez nous qui mettait WrestleMania puis SummerSlam pour qu'on puisse aller au cinéma écouter ces pay-per-view-là au lieu de les payer chez nous. Puis c'était une ambiance différente de dans ton salon. Puis à un des shows, je pense que c'était à WrestleMania, il y a eu un groupe de lutteurs locaux qui sont venus faire comme de l'animation puis tout. Fait que c'est là que j'ai découvert que, oh, OK, ici, il y en a. Fait que ça n'a pas été dur après ça quand la bulle nous a passé d'essayer d'aller voir localement c'est quoi qu'est-ce qui se faisait ici. On a juste retrouvé le nom dans notre tête de c'était qui avait fait l'animation. On a cherché un peu sur Internet, puis du bouche à oreille, puis on a trouvé un poster, puis on est allé les voir. Là. À l'époque, c'était quoi la réaction de ta famille quand tu leur as annoncé que tu voulais devenir catcheur? Est-ce qu'il y en a qui t'ont suivi là-dedans? Est-ce que c'était compliqué pour certains? Non, je te dirais que la réception a été assez positive. Ça a plus été essaie de pas te tuer ou essaie de pas te faire mal. Mais autre que ça, non, il n'y a pas eu de négatif ou tout. Là. C'était un sport comme les autres. Je dirais que ça a passé comme ça, comme faire de la boxe ou des arts martiaux mixtes ou quoi comme ça. Là. Il n'y a jamais eu de mauvais a priori comme on peut avoir du côté de ta famille. Pardon, on a toujours des a priori. Mm-hmm. Vraiment, les gens qui connaissent rien à rien, toi, tu n'as jamais eu pas vraiment, des retours négatifs? Non, ça n'a jamais été vraiment de négatif. Ça a plus été un questionnement de d'où ça part, parce que, à part moi, chez nous, je te dirais que c'est la même histoire que tout le monde. Là. Les parents écoutaient ça quand ils étaient jeunes le dimanche matin, mais ça a comme sauté une génération. Sauf que moi, un moment donné, j'ai découvert ça tout seul, mais c'était pas de quoi dans la famille qu'on écoutait tout le monde ensemble. Fait que c'était plus un questionnement de depuis quand j'aime ça, puis pourquoi je veux en faire, là, mais il n'y a jamais eu de grosse appréhension ou de négatif autour du fait que je voulais commencer ça. Là. À l'époque, qu'est-ce qui était compliqué pour toi au niveau de tes entraînements et tout? Est-ce que le fait de courir dans les cordes, savoir chuter, parce que je ne sais pas si tu as déjà fait des sports de combat ou non, parce que c'est pas forcément évident de chuter, hein, c'est pas non plus de donner à tout le monde si on n'a pas un palmarès de sportif derrière, mais tu dirais que c'était quoi toi le plus compliqué à tes tout débuts? Je te dirais que c'est sûr que tomber, ça donne un coup. Tu sais, les premières fois que tu tombes, c'est vraiment là que tu vois on va dire entre guillemets, la sélection naturelle se fait. Là. Ouais. Ceux qui sont capables de vivre avec le fait que ça fait mal, puis ceux que non. Tu prends 2-3 Tylenol, puis le mal de tête passe les premières fois, mais non, à part ça, tu sais, ça a été de briser la barrière de se tirer au sol soi-même. Tu sais, comme les premières fois que tu apprends un mouvement, puis que tu sais que tu vas tomber, mais à la place de faire ce que ton corps naturellement veut faire, de se protéger, il faut que tu laisses le mouvement se passer, puis que tu n'anticipes pas la chute pour pas se blesser. Ça a été ça, plus je dirais le mur à casser le plus dur. Mais une fois que ça a été fait, je dirais qu'on avait des coachs assez motivants à nous faire toujours sauter des barrières. Là. Fait que, ouais, je dirais que ça a été ça le plus compliqué. Puis après ça a quand même bien été. Là. Ça va, t'as bien été accueilli parce que tu vois, en général, quand tu arrives dans un endroit dont tu ne connais pas et que tu vois, t'es pas très bien accueilli, pas forcément toujours cool. Moi, je sais que par exemple, du foot, pas été très bien accueilli par les autres. Bon, ça c'est un peu différent et tout, mais ça va. Toi, tu t'es senti à l'aise tout de suite les premières fois que tu es arrivé, que ça soit par les professeurs et par les autres élèves qui étaient là. Oui, quand même. Je te dirais qu'à l'époque, on n'était pas beaucoup à faire les entraînements parce que c'était on n'était pas dans le boom de la lutte aujourd'hui. On était vraiment à je dirais pas un pic
descente, mais tu sais, la lutte commençait à remonter, je te dirais. Donc, non, c'est sûr que les premières fois, ça a été dur dans le sens que ceux qui étaient déjà là depuis un certain temps, tu sais, nous, fallait les rattraper, puis ils nous ont peut-être pas fait de cadeaux pour, pour apprendre vite, mais tu sais, on arrivait 4, fait qu'on était comme, à la limite, on pouvait se soutenir là-dedans un peu. Fait que, non, ça n'a pas été problématique. Ça a été quand même plus dur au début, justement, parce que au fil des années, j'en ai vu, tu sais, il y en a qui viennent essayer, puis ça vient, ça part, ça vient, ça part. Fait que les premières fois, tu sais, on dirait que les gens veulent pas trop t'aider ou te donner d'attention juste pour voir vas-tu toffer ou tu vas briser tout de suite après une fois ou deux. Là. Ouais, bien sûr, mais après, en fait, tu vois, je sais pas si toi aussi, tu as un peu le même retour, mais tu vois, il y en a, ils restent pas longtemps. Pourquoi? Parce que je suis sûr, hein, peut-être que dans un autre différent, mais en général, c'est toujours quoi, enfin, ce fameux truc, ouais, le catch, c'est et donc du coup, le fait de pouvoir faire déjà minimum un entraînement, bah c'est là en fait où ils se rendent compte en fait c'est pas forcément évident que ça soit intense, qu'il faut beaucoup de cardio. Toi, tu t'attendais vraiment à ce qu'il fallait beaucoup de cardio, beaucoup d'intense et tout. T'attendais Oui, vraiment pas du tout à ça. je te dirais que c'était plus intense que ce que je m'attendais. Je m'attendais à ce que ça commence un peu plus lentement. Mais encore là, chaque école, chaque professeur a sa méthode, mais quand on est arrivé, ça a été tout de suite un gros entraînement de cardio puis de roulade. Tout de suite, ils nous apprenaient à passer par-dessus la 3 parce que ça faisait partie des routines de roulade puis d'entrée et sortie de ring et tout ça. Fait que tout de suite, ça a commencé assez intense. Mais non, c'est ça. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus théorique que ça. Mais en même temps, j'avais quoi, 18, 19 ans. Fait que j'ai le côté physique, j'étais prêt à ce que ça soit quand même plus intense niveau cardio et tout ça. Fait que ça n'a pas été un problème, mais oui, c'était quand même beaucoup plus exigeant qu'on peut s'attendre d'un entraînement de lutte. On pourrait penser que c'est plus théorique que ça. Là. Ouais, j'ai déjà fait un entraînement et comme j'ai déjà dit, un seul, mais pas deux, parce que tu vois, enfin, je me suis pris la totale atémie, soumission, bref, c'était vraiment mon baptême du feu. Qu'est-ce que toi, au début, qu'est-ce qui t'a fait tenir en fait? En fait, c'était. Qu'est-ce qui m'a fait tenir? C'est une bonne question, ça. Parce que, en fait, c'est juste, je voulais voir. Je voulais me rendre au bout pour vivre au moins un combat, puis voir c'était quoi tout ça. Fait que je te dirais que ça a été ça. Puis c'était aussi toute l'ambiance. J'ai été quand même chanceux, entre guillemets, à mes débuts, parce que, dans le fond, j'ai fait, disons, en novembre ou décembre 2008, on commençait nos trainings. Le gros gala de fin d'année était comme en mai. Puis tout de suite, la saison qui suivait, il manquait un arbitre. Fait que moi, j'ai embarqué tout de suite en tant qu'arbitre le temps que je finisse d'apprendre comment lutter. Puis ça m'a mis tout de suite dans le bain de comment les combats se montent, vraiment dans le bain d'être dans la foule, vivre cette expérience-là. Fait que ça me donnait comme un avant-goût de ce qui se passerait quand moi je serais dans le ring. Fait que c'est sûr que ça a peut-être aidé à ce que je tienne plus que les autres. Là. J'ai été chanceux de ce côté-là. Fait que, tu sais, une fois que tu le vis, mais que c'est pas toi l'attention, là, tu te dis, qu'est-ce qui va arriver quand ça va être moi de ce côté-là? Fait que juste cette question-là fait que tu vas te rendre au moins jusqu'au bout de l'entraînement pour voir est-ce que c'est fait pour moi ou pas. Parce qu'après ça, il n'y a rien comme traverser le rideau une première fois pour un combat pour voir si tu fais pour moi ou finalement j'ai tout fait ça pour rien. Très surpris de découvrir un petit peu l'envers du décor, parce que tu vois, c'est ce que tu vois à la télé, est-ce que tu à la télé, je veux dire, enfin, bon, ok, tu vois, enfin, c'est pour faire un move, tu peux pas le faire du premier coup, tu vas répéter. Ça a été
c'était une surprise pour toi, la différence, ou pas du tout, comme quoi que c'est beaucoup plus compliqué à le faire en vrai plutôt que de ce qu'on voit à la télé? Parce que à la télé, on va voir un truc, on va dire en fait, c'est super facile à faire, puis en fait, en vrai, bah, tu essayes de le faire et en fait, tu te rends compte que c'est pas du tout facile. Ça a été quand même un certain mur au début, je te dirais. Tu sais, les premiers mouvements que tu apprends, justement, tu sais, comme body slam, souplesse, back souplesse, tu apprends qu'il y a beaucoup plus de techniques en arrière de chaque mouvement, plus que ce qu'on pourrait penser en regardant la télé. Mais en même temps, tu apprends de l'autre côté que c'est aussi beaucoup plus simple une fois que tu as appris la base. Parce que tout tourne autour d'à peu près 4-5 prises de personnes. Puis après ça, tout ce qu'on voit, c'est à peu près ces 5 mouvements-là, mais de façon variée. Là. Des variantes de 4-5 mouvements. Fait que c'est vraiment d'apprendre à comment je pourrais dire ça, à masteriser Maîtriser. Maîtriser, c'est ça le mot que je cherchais. À maîtriser ces 4-5 mouvements-là pour vraiment apprendre à protéger ton adversaire, à pas trop forcer dans le vide parce qu'à un moment donné, si tu as 15 minutes à faire, puis tu dépenses toute ton énergie dans les 3 premières minutes parce que tu sais pas comment faire de quoi, oui. Ça ira pas bien. Mais une fois que ce côté-là est maîtrisé, là, c'est vraiment là que comment je pourrais dire, le fun embarque. Parce que là, une fois que tu sais, entre guillemets, tout faire les mouvements, là, c'est là que tu deviens créatif, puis tu crées, tu comptes tes histoires de façon un peu différente de tout le monde, puis tu essaies de tirer ton épingle du jeu là-dedans. Fait que de découvrir l'envers du décor en même temps, avant d'être prêt à lutter comme je l'ai fait en tant qu'arbitre, ça m'a aidé aussi à voir un peu c'était quoi le cheminement de création d'un combat, comment compter l'histoire, comment tout le monde un peu faisait les choses. Fait que quand c'est arrivé à moi, j'avais déjà une expérience de ce côté-là de tu sais, c'est pas moi qui montait évidemment les combats, mais au moins je savais le train de pensée. J'arrivais pas à froid comme ça sans jamais en avoir fait. Bon, ok, comment qu'on fait ça? Fait qu'au moins, quand c'est arrivé à moi, j'avais déjà cette base-là de fait. Fait que Ça a été compliqué pour toi d'incarner un personnage et de trouver un personnage qui pourrait te correspondre? Oui, ça a pris des années, je te dirais, avant de vraiment me trouver. Puis je pense que c'est le cheminement normal de tout le monde. Notre premier essai, c'est jamais la bonne. Il faut essayer plein de choses. Tu sais, quand on commence dans la lutte, souvent on va essayer d'imiter ou de se rapprocher de ceux qui nous inspirent. Les idoles. Nos idoles, exact. Mais c'est pas parce que eux le faisaient bien que nous, on est capable de le faire. Fait que, il faut essayer des choses, entre guillemets, se planter. Puis après ça, au fil de ça, on apprend plus à nous connaître. Puis après ça, c'est de trouver un personnage, un style qui fit à nous et non à ce qu'on voudrait être. Fait que c'est ça souvent qui est dur à faire, qui prend un cheminement on pourrait dire de quelques années, mais je dirais que c'est plus une quantité de matchs de fait. Plus tu luttes souvent, on s'entend que à l'époque, quand j'ai commencé, la lutte n'était pas aussi développée, aussi bien accueillie, je te dirais, okay. Dans les festivals, dans les grandes salles et tout ça. Comme je lutte principalement, pas principalement, mais je lutte beaucoup à la NSPW. On a environ 50 shows par année. Mais quand j'ai commencé, juste avec la promotion principale que j'allais, c'était plus autour de 8-10 shows. Fait que là, après ça, tu essaies d'en trouver une couple d'autres. Tu finissais l'année à peut-être 25 matchs. Tandis que aujourd'hui, finir à une centaine de matchs, c'est pas impossible dans une année. Fait que l'expérience qui avant te prenait peut-être 3-4 ans à acquérir, là, aujourd'hui, tu pourrais l'avoir en 1 an ou 2. Fait que le progrès, c'est plus avoir des reps in qu'on dit, là, avoir des matchs de fait. Fait que c'est là que tu apprends vraiment sur toi, tu sais, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui connecte avec la foule. Puis à un moment donné, tu te détaches de tes inspirations, de tes idoles, puis tu trouves ce qui fonctionne pour toi.
tu le développes à ta façon. Puis de là, on se développe. Mais moi, ça a pris quelques années. Tu sais, j'ai lutté de 2010 à 2012. Ensuite, j'ai pris un break d'environ 2 ans. Puis quand je suis revenu en 2016, c'est vraiment là que en 2015-2016, c'est vraiment là que j'ai commencé à plus développer sur moi un personnage qui était plus proche de moi. Puis de là, on arrive à aujourd'hui, qui est un peu ce personnage-là qui a évolué dans toutes les directions un peu partout, là. Le break que tu as fait, c'est pour des raisons personnelles? En fait, c'est que... Tu veux pas en parler? On en parle. Non, je peux en parler. Dans le fond, le break, c'était que j'ai commencé à faire des arts martiaux mix à peu près à ce moment-là. Puis si j'ai un conseil à dire à quelqu'un, ne jamais faire les deux en même temps. Le corps ne suit pas. Donc c'est ça, en fin 2012, début 2013, c'est là que vraiment je commençais à faire des arts martiaux mix, quasiment 5 jours semaine, des entraînements puis tout. Puis mon focus, c'était vraiment plus dans ce sport-là. Fait que quand est venu un matin, j'ai bien réalisé que mon corps suivait plus. Fait que quand le choix était à faire, ben là, du côté des arts martiaux mix, ça allait mieux pour moi. Fait que c'est ce choix-là que j'ai fait. Puis quelques années plus tard, une des personnes avec qui j'avais commencé, dans le fond, a été revenue à la lutte après... Je pense qu'il avait arrêté à peu près en même temps que moi aussi. Puis il avait recommencé à lutter, puis ça m'a donné le goût de retourner voir la gang, puis de retourner essayer ça. Ça a pris... j'ai fait un entraînement, puis le jeudi soir, à l'académie de la NSPW qui venait d'ouvrir depuis peut-être 6 mois, mettons. Puis le samedi d'après, j'étais sur un show de lutte, puis j'avais recommencé, puis j'ai jamais réarrêté. Fait que je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le personnage, excuse-moi. Mm-hmm. Si tu devais nous le décrire pour nous, les Français, comment tu le décrirais, ton personnage plutôt face? Qu'est-ce que tu aimes bien justement dans le personnage? Et je suis sûr qu'il y a quelque chose, tu vois, on peut toujours réinventer. S'il y a des choses à modifier dans ton personnage, selon toi, ça serait quoi et pourquoi? Si j'avais à le résumer rapidement, je te dirais que c'est une prise, entre guillemets, moderne sur le old school. Fait que je me base vraiment sur des gars comme Roddy Piper, Ricky Morton, Ric Flair, ce style-là, des vieilles séquences que j'essaie de ramener dans la lutte moderne, si on veut, des vieilles séquences un peu oubliées, des lutteurs comme Bugsy McGraw qui étaient super charismatique, qui avait des séquences un peu loufoques que j'essaie de ramener. Fait que je dirais que c'est un peu ça, tu sais, un lutteur, un classique babyface, un peu à la Ricky Morton dans mon style. Vraiment, le but premier, c'est toujours de connecter le plus possible avec la foule, d'amener des séquences un peu pour... tu sais, on lutte pas vraiment à la télévision, ou très peu. Donc, le but, c'est vraiment de trouver un style qui va parler au maximum de gens qui sont pas nécessairement des initiés à la lutte. T'sais, mon but, c'est de ramener un peu de nostalgie là-dedans, amener un peu des séquences qui vont amener l'interaction, des choses du genre. Puis, dans mes inspirations, un peu les Ricky Morton, Roddy Piper, Ric Flair, Bugsy McGraw, tout ça, c'est vraiment des lutteurs qui excellaient là-dedans. T'sais, si on regarde des vieux vidéos d'eux autres, où ce que c'était des house shows, des choses du genre, c'est vraiment juste de l'interaction avec la foule, puis un peu de lutte au travers. C'est un peu le style. Fait que j'essaie de moderniser un peu ce style-là depuis des années. Puis c'est un style qui me colle un peu aussi, qui fit avec moi, des couleurs un peu extravagantes. Essayer toujours de trouver la chose un peu plus flyée qu'on peut faire sans nécessairement sauter d'un balcon. Fait que c'est un peu ça. Puis tu sais, ce qu'il y a à modifier, je dirais que je ne sais pas. c'est une constante évolution. Tu sais, ce que je suis aujourd'hui, j'étais pas le même il y a 6 mois. Okay. J'essaie toujours de m'adapter à la foule, à ce qui se passe présentement dans la lutte que le monde aime. Fait que j'essaie d'adapter mon style
mon vieux style au style actuel pour être capable de pas juste être capable de faire un style de lutte, mais de toujours adapter mon style au nouveau. Comme ça crée des matchs puis des séquences assez inusitées pour le monde. Puis c'est ce qui capte l'attention du monde, là, je crois. Fait que c'est ça. C'est un peu ça le personnage. C'est plus heel ou face, ou les deux pourraient te convenir, ou t'as une préférence? Je te dirais que c'est majoritairement gentil. Ouais. En fait, 100%. Présentement, je suis pas méchant nulle part, puis comme je l'ai déjà dit, ça va prendre un Bash at the Beach 96 si on veut que je vire méchant. Oh, attends, faut que je branche mon casque. Ah. Non, ça va couper, ça va pas le faire. Ok, c'est fait. Du coup, c'est quoi un petit peu une journée type juste avant un gala de catch? Un rituel particulier? Pas du tout. Est-ce que tu es stressé la veille ou pas du tout? Pas vraiment. Je te dirais qu'à la quantité qu'on fait présentement, on n'a pas vraiment non plus le luxe d'être stressé la veille. Tu sais, souvent, ces temps-ci, on fait du 2 à 3 galas par fin de semaine. Fait que si t'es stressé la veille, t'es stressé toute la semaine. Est-ce que j'ai un rituel? Pas vraiment, mais j'aime arriver de bonne heure. Tu sais, il y en a qui arrivent juste 1 heure ou 2 avant le gala. Moi, je suis plus du genre 3-4 heures avant, puis avoir le temps de... Ben, c'est surtout avoir le temps d'être dans la salle, de voir un peu comment ça va être monté, relaxer, installer ma table de merch, prendre le temps de parler au monde, avoir... ça peut être ça, le rituel, un peu aller dans le ring, tu sais, pouvoir marcher la salle un peu, vivre un peu le calme avant la tempête locale. Hein? Oui, exact. C'est exactement ça. Ça, c'est de quoi que j'aime bien. Mais sinon, une fois que le gala est parti, je monte mes affaires, je suis un peu dans ma bulle, puis après ça, on performe. Justement, on en parle très peu, et ici, j'aime bien me parler un petit peu de ce qui se passe, tu vois, derrière le rideau, parce que c'est vrai qu'on, tu vois, on en parle jamais. En tout cas, moi, j'en parle beaucoup. Toi, avant un match, pareil, est-ce que tu as un rituel particulier? Est-ce que, par exemple, je sais pas, tu bois beaucoup d'eau? Est-ce que tu écoutes une musique favorite? Est-ce que tu revois les derniers moves avec ton adversaire, ou alors tu n'as rien du tout? Je te dirais que... Oui, je continue. Je te demande ça parce que je sais qu'il y en a qui ont des rituels différents, il y en a pas du tout. Toi, t'en as, ou est-ce que tu en as vu justement des surprenantes? Je te dirais que je suis dans la catégorie des cheveux mouillés. On dirait que avant le combat, il faut que ça soit mouillé. Fait que, tu sais, quand je sais que l'autre combat s'en va sur la fin, là, je m'en vais mouiller, je me mets dans ma zone, puis on dirait que si ça commence à sécher, puis l'autre combat n'est pas terminé, il faut que j'y retourne, on dirait que c'est ça qui me met un peu dans ma zone, tout se mouiller un peu, se préparer, se réchauffer, ça fait partie un peu de la routine, mais vraiment, on dirait que pour être dans ma zone, faut que je me mouille les cheveux. Je sais pas pourquoi. Non, mais ça fait partie un peu pour me mettre dans ma bulle. Tu sais, on fait un dernier recap. Après ça, toilette, eau. Je m'en vais en arrière du rideau, puis là, je suis prêt. Si ça prend trop de temps, il faut que je retourne. Le petit pipi, tu vois, on est tous là en train de vouloir faire et après y aller. Tu dirais, toi, personnellement, et encore une fois, toi, hein, je peux toujours le préciser. Moi, j'aime bien avoir l'avis de la personne et pas l'avis parce que j'ai entendu ça. Mais est-ce que pour toi, parfois, peu importe où tu es placé, que ça soit dans l'opener, tu vas me dire ça arrive très vite, que ça soit dans le main event, c'est long, mais est-ce que parfois, des fois, dans les coulisses, tu trouves un peu le temps long ou vraiment pas du tout? Je te dirais, ça dépend. Mais souvent, quand tu es main event, puis je te dirais que main event, c'est un peu l'endroit à double tranchant. Parce que souvent, tu sais, t'es l'événement principal, tu essaies de faire le meilleur match possible. Fait que tu as la pression un peu de performer le plus à la carte.
Puis quand ça arrive à toi, là, il reste toutes les... Le combat avant toi termine, puis on dirait que ça prend une éternité avant que ça soit à toi. Il y a remercier les commanditaires, faire tirer des choses, faire ci, faire ça. Il y a toujours des messages à passer. Le prochain gala, c'est quelle date? Puis on dirait que là, tu dis, OK, c'est à moi, je suis prêt. Puis ça prend encore 15 minutes avant que ça soit à toi. Puis là, ça te sort de ta bulle, puis là, t'es comme, j'étais prêt à aller lutter, puis là, faut t'essayer de retrouver un peu le kick pour y retourner, parce que là, ça t'a sorti de ta zone de confort un peu, là. Mais ça, écoute, c'est un classique d'un peu partout, là. Puis c'est pas enlevable, je veux dire, c'est normal de faire tes messages juste avant l'événement principal, parce qu'après, le monde s'en va puis il écoute plus. Tu parlais que parfois, toi, tu avais déjà lutté à la télévision. Est-ce que à chaque fois, que ce soit pour la télévision ou non, tu avais quand même des retours, je te parle visuellement, alors peut-être derrière un peu le rideau, mais par exemple, je sais pas, vous avez un... J'ai pas très bien entendu ta question. C'est pas grave, c'est parce que c'est le micro qui galère. Du coup, ma question, c'était, je voulais savoir, parce que toi, tu as catché devant la télévision et il y a des shows où tu ne fais pas de télévision. Ça arrive, hein, ce sont des choix. Et je voulais savoir, est-ce que vous avez un retour visuel? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, vous avez un écran souvent ou régulièrement pour voir ce qui se passe dans le show ou vraiment pas du tout? Ça dépend les endroits, tu vas me dire. C'est sûr, ça dépend toujours des endroits, mais principalement, c'est comme à Québec pour la NSPW, tous nos galas sont filmés pour IWTV, Independent Wrestling TV. Puis en arrière, c'est ça, on a 2 sets d'écran pour voir comment c'est filmé puis tout. Fait que ça peut nous donner des idées de... Tu sais, on sait la hardcam est à quel endroit, mais après ça, les 2 qui suivent autour du ring, tu sais, sont placés où, sont placés comment, tu sais. Si on veut faire une séquence ou un moment qu'il faut qu'il soit bien filmé, on peut aller leur parler avant, passer nos messages. Mais sinon, je te dirais, c'est assez rare les galas télévisés. Puis quand c'était vraiment... Tu sais, c'est un peu filmé à la pay-per-view. Fait que c'est vraiment le gala qui est filmé puis qui est mis en ligne. C'est pas vraiment comme une série télé. On l'a déjà fait par le passé pour une chaîne locale. Ça, c'est différent parce que là, 100% de ce que tu fais doit vraiment être pour la télé parce on filme des promos, des séquences, des choses en arrière, puis il faut vraiment avoir le timing. Puis ça, on n'avait pas le retour parce que le montage se faisait après. Fait que ça, c'est un peu plus compliqué. Il faut vraiment s'en tenir à ce qui est écrit et tout. Mais c'est un feeling différent. C'est un trip différent. Puis c'est toujours le fun d'être mis à l'épreuve dans toutes ces choses-là, là. Et quand ça passe à la télé, c'est en direct ou c'est en différé? Sur IWTV, c'est en direct. Puis les autres, c'est plus en différé, là. Ok, d'accord. Il y a un gros décalage ou pas du tout? En direct, c'est vraiment en direct. Je te dirais que le décalage est peut-être d'une minute ou deux, là. Non, mais je veux dire en différé. Est-ce que, par exemple, le show, il s'est passé il y a une semaine, il y a 2 jours souvent, ce qu'on faisait dans ces cas-là, c'était un taping pour 4 épisodes. D'accord. Donc, on enregistrait, on va dire, le 1er janvier. Ben, ça passait durant les 4 semaines du mois de février. Fait qu'on était toujours un mois en retard au moins. Mais tu sais, rendu là, c'était toujours des enregistrements qui se suivaient avec une histoire qui se suivait. Fait que le décalage ou pas était pas un facteur parce que ça suivait pas ce qui se passait en direct non plus. Tu sais, les shows non télévisés avaient aucun lien avec ce qui était télévisé. Donc, c'était pas un problème à ce niveau-là, là. Même si on aurait eu 3 mois de décalage. On pourrait écouter encore cette série-là aujourd'hui, puis ça changerait absolument rien. Vous le voyez souvent, le promoteur, il vous aide beaucoup. Parfois, il y en a qui s'en foutent un peu. Tu vois, ça dépend un peu les promoteurs, mais je veux dire, est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont là en train de vous dire, bah, allez, mon petit, une façon de parler, quoi, je veux dire, mais est-ce que vous avez de l'encouragement ou parfois, à peine
Je te dirais que la majorité sont quand même assez présents, mais peut-être pas à être dans notre dos en faire Ouais. à nous encourager, mais souvent, je te dirais qu'il y a les meetings d'avant-gala sont là justement pour nous motiver un peu, puis faire les messages de crinquage, qu'on peut dire. les messages pour un peu motiver les troupes pour faire un bon show. Tu sais, souvent, mettons, il nous reste juste 20 billets à la porte. Le show est presque sold out, donner tout ce qu'il faut, puis des choses comme ça, mais ils seront jamais sur le bord de l'entrée, puis let's go, vas-y. Ça, c'est plus une ambiance collective d'un backstage. Après les shows, vous avez souvent des retours, vous faites des petits débriefs, ou alors vous recevez des débriefs. C'est plus en ligne, le débrief, là, parce que souvent les gars-là finissent, disons, dans le coin de 23 heures. J'ai fait le calcul dans ma tête. Très rapide, le calcul. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais. Quand les gars-là finissent assez tard, là, si tout le monde attend à la fin, il y a du monde qui vont aider justement à débrancher la salle, faire des choses du genre. Fait que si on attendait comme à minuit pour faire un débrief, ça donnerait pas grand-chose. Fait que souvent, les débriefs sont faits après, en ligne. Tu sais, à cette heure, c'est facile. On s'envoie des messages dans un groupe, puis tout le monde a les messages. Ouais. Ça y est, on va fermer le rideau. On va juste entrer au niveau de la scène et tout. Mm-hmm. C'est facile ou c'est compliqué pour toi de jouer avec le public, surtout face? Je pense, selon moi, avec mon regard de fan, je pense que c'est beaucoup plus compliqué quand tu es face que quand tu es d'accord avec moi ou pas du tout? Je veux dire, je suis à moitié d'accord. Oui, je suis d'accord dans le sens que souvent, c'est le heel qui va contrôler le pacing du combat. C'est lui qui va avoir, disons, un bon 60% du match pour lui travailler un peu plus la foule. Mais quand tu écoutes des grands, j'ai beaucoup écouté de Ricky Morton pour trouver un peu là-dedans comment il faisait lui. Selon moi, c'est le meilleur lutteur à savoir manger une volée dans l'histoire de la lutte. Dans le sens que tout ce qu'il faisait finissait avec un regard vers la foule, finissait avec un tempo qui encourageait la foule à embarquer dans ce qu'il faisait, finissait avec un impact, une façon de vendre différente qui faisait que le monde accrochait à ce qu'il faisait puis le regardait. Fait que c'est vraiment l'art de se battre par en dessous, que je pourrais dire. C'est plus dur, mais une fois que tu as trouvé ton style, une fois que tu as trouvé comment ça fonctionne puis comment connecter avec le monde dans cet environnement-là, c'est quasiment, je te dirais que c'est quasiment plus facile que le heel qui, lui, doit toujours trouver les catchlines différentes pour mettre quelqu'un à sa place ou pour vraiment être plus vocal puis trouver son interaction comme ça. Je dirais que les deux sont différents, mais les deux aussi, il faut que tu travailles assez fort pour trouver une manière de connecter avec la foule d'un sens ou de l'autre. C'est vraiment, je dirais que le côté du face est plus dur à trouver. Il y a c'est moins flagrant un peu comment interagir puis comment avoir de la heat avec la foule. Mais une fois que tu as trouvé, je te dirais que c'est un peu plus facile de mon côté, mais en même temps, ça fait je sais pas combien d'années que je travaille là-dessus. Fait que je dirais que ça doit faire un bon 6 à 8 ans que j'ai pas été du bord des méchants. Fait que j'ai beaucoup de travail de mis là-dedans. Oui, non, mais après, si tu éclates en tant que face, c'est le but et c'est bien. Et puis, ces promoteurs, ils arrivent à trouver quelque chose pour toi là-dedans. C'est cool. C'est une question compliquée. Je suis désolé, c'est un peu le rituel de la maison. Mais oui, j'ai envie de revenir un petit peu à la première fois que tu vois, le premier jour où tu as eu un gala. Je voudrais avoir la différence pour toi. Ça a été quoi le plus compliqué? Est-ce que ça a été le premier jour
où tu as eu ton gala et que voilà, bah, on t'a découvert, tu vois, enfin, le public t'a découvert, ou alors le plus compliqué pour toi, c'était la première fois que tu es passé à la télé. Parce que je suppose que ça doit être différent au niveau des shows ou c'est exactement pareil. Je te dirais que le plus dur, ça a clairement été la télé. Parce que, juste pour te mettre en contexte de mon premier gala, mon premier match, ça a été contre un des gars qui m'a entraîné. C'était comme un assistant coach. Fait que je le connaissais déjà quand même beaucoup dans le ring. Puis il habitait pas très loin. Ben, il habitait quand même loin de chez nous. Mais on était assez proche que la semaine avant, quand j'ai su que j'avais un combat, on est allé prendre un verre, on est allé parler. Donc, tu sais, le premier, il y avait le stress de la première fois passer à la foule. Puis en plus, c'était un gars-là, si je me trompe pas, il y avait comme 600 personnes. Fait que c'était un peu gros pour casser la glace quand t'as jamais fait ça. Mais tu sais, c'était avec quelqu'un que je connaissais, qui connaissait comment je bougeais. On avait une bonne chimie d'avance dans les trainings. Fait que dans le ring, ça s'est vraiment transposé là. Fait que oui, il y avait le stress du premier combat, mais j'étais assez entouré que ça n'a pas été si pire que ça, entre guillemets. J'avais juste à gérer mon stress de la journée du premier combat puis comment ça allait se passer. Mais tout le reste, une fois que la cloche a sonné jusqu'à la fin, ça n'a pas été si pire. Je ne dirais pas que ça a été le match de ma vie, mais ça s'est bien passé. Personne ne s'est blessé. On a eu une bonne réaction de la foule. Tout, ça a vraiment bien été. Mais la première fois qu'on a travaillé pour la télé, si on veut, là, c'était comme de tout réapprendre. Parce que toutes les années avant, tu apprends à travailler pour la foule, à trouver des endroits pour aller vraiment interagir avec la foule. Tandis que là, c'était de travailler pour 3 caméras, un peu, pas s'en foutre, mais un peu se dissocier de la foule, puis vraiment travailler pour les caméras. Puis ça a quand même été dur, trouver un moyen de, sans avoir l'air de chercher les caméras, toujours savoir sont où. Pour chaque séquence, travailler en conséquence que la caméra, mettons, est dans cet angle-là. Fait qu'il faut que tu fasses ta séquence dans l'autre sens pour que quand tu arrives, tu sois face à la caméra, tout ça. Ça a été comme de réapprendre une autre façon de lutter. Fait que ça a été quand même plus compliqué, je te dirais, que le premier combat en soi. Tu as appris vite ou il t'a fallu un temps particulier? Avec la caméra, t'as tout de suite assimilé ou tu as eu besoin d'un peu plus de temps? Parce que c'est pas forcément évident, hein, c'est découverte et tout. Je te dirais que ça a pris au moins un set, je dirais un show avant d'être vraiment, entre guillemets, à l'aise à les repérer puis à travailler envers ça. Puis après ça, ben par la force des choses, on n'avait pas non plus le luxe d'avoir beaucoup de temps pour apprendre. Apprendre ça. Fait qu'il a fallu que ça rentre assez vite. Mais je te dirais, c'est ça, une coupe, 3-4 combats avec la caméra avant de vraiment être capable de focusser les séquences vers la caméra puis tout ça. Là. Ça a été quand même plus compliqué, mais c'est ça, on n'a pas, avec des saisons où on faisait un set de taping, disons, mettons 6 tapings, on n'avait pas le luxe de prendre 3 sets avant d'être bon. Et si jamais je te demande quel était pour toi l'un de tes meilleurs matchs que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, l'un de tes pires matchs, ça serait quoi pour toi? L'un de mes meilleurs, je te dirais, cette année en tout cas, j'ai fait un Ironman de 30 minutes avec Dylan Donovan. Ça a été... en fait, toute cette rivalité-là, j'étais champion à Shawinigan, ça s'est culminé avec lui qui est devenu champion à la fin de la rivalité. Puis ça, c'était le combat juste avant qu'il m'enlève la ceinture. Fait que ça a fini comme égal un Ironman 3-3 de 30 minutes. C'était la première fois que je faisais ce combat-là. Les deux, on est arrivés comme des heures à l'avance avec plein d'idées. C'était quand même le fun à apprendre à monter un nouveau type de combat. Tu sais, quand on pourrait dire un combat d'échelle, un combat de ci, un combat de ça, ça revient toujours un peu à la même affaire, sauf que tu inclus des éléments de plus. Un Ironman, là, on avait une horloge au mur, puis on pouvait pas tricher.
Fait que ça a été vraiment le fun à faire. Puis les deux, on a fini assez ensemble, disons. Fait que c'était très graphique comme combat. Les deux, on s'est donné à fond. La dernière minute a été vraiment dure à passer au travers. Mais tu sais, quand on a fini ça, les deux, on était vraiment contents. Ça a fait un des meilleurs matchs que j'ai fait, je crois. Après ça va être dur à battre. Mais sinon, tu sais, je sais que l'année passée, j'ai fait un dog collar match avec Stephen Sullivan. Ça a été c'était un type de combat que je voulais faire depuis des années. Puis là, on a fait une histoire de quasiment un an qui a mené à ça. C'était un combat en dessous de la pluie. Tu sais, je dirais pas que ça a été le meilleur combat de ma vie, mais ça a été un combat mémorable parce que jamais on va refaire ça. Là. Toutes les circonstances faisaient que c'était un show extérieur dans un stade de baseball. Puis il s'est mis à mouiller quand même, on va dire abondamment, après que le premier combat ait vraiment commencé. Fait qu'il était trop tard pour annuler, puis on a tous décidé de, bon, ben, on va le faire pareil. Fait que, tu sais, en dessous de la pluie, un stade plein, dog color match, assez graphique aussi encore. C'était quand même un moment magique. Puis le pire combat, c'est dur à dire. Oui. Parce que souvent, ces combats-là, on fait juste les enlever du revers. Tu sais, ça n'a pas bien été, c'est tout. OK, non, mais on l'oublie, tu sais. Ouais, mais justement, tu vois, la question, elle est là pour ça, c'est pour se rappeler un petit peu des mauvais souvenirs, même si c'est vrai que de base, les mauvais souvenirs, tu vois, on aime bien les oublier. Mais je me rappelle que je pourrais même pas dire le combat a été comment, mais je me rappelle d'un combat que entre 2-3 lutteurs, on avait fait un combat, c'était dans le coin de Drummondville, je pense, dans nos débuts. Puis ce combat-là, c'est comme le running gag de ce combat-là n'a jamais existé. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de photo. Fait que pour nous, il n'a jamais existé. Ça avait vraiment mal été. Puis à moitié, mettons, on avait un 15 minutes à faire. Puis à 7-8, on a juste décidé, écoute, il n'y a rien qui fonctionne. On finit ça là, puis c'est tout. Puis on est tout arrivé en arrière. On a fait, ouais, c'était vraiment pas bon. Ça n'a jamais existé. C'était de la merde. Puis, ouais, mais écoute, je me rappelle même plus tout le monde qui était dedans. C'était à 4. Puis il y en a 2 là-dedans qui luttent plus. Mais c'était vraiment pas. C'était pas mémorable. Ça s'est fait comme en 2012. Puis je me rappelle, on est tous arrivés en arrière. Puis on a fait, s'il n'y a pas de photo, ça n'a jamais existé. S'ils voient l'interview, ils vont pas se manifester. Ils vont dire non, moi je ne parle pas, je ne dis rien. Non, c'est ça. Ta famille te suivent parfois au niveau de tes combats. Est-ce que par exemple, peut-être tes parents, ils sont déjà venus et si oui, c'est quoi le retour que tu as parce que tu as parents et maman. Je pense que ton micro, il fait des siennes. J'ai entendu un mot sur 4. Excuse-moi. Non, mais c'est pas grave. Des fois, j'essaie de lire ses lèvres, mais là, j'ai pas été capable. Famille, qu'est-ce qu'ils sont? Et est-ce que tes parents, par exemple, ils ont un a priori, est-ce qu'ils ont peur, quoi, parfois, par moment? On sait que souvent, les mamans, c'est ceux qui sont, disons, un peu plus en panique parce que voilà, on reste toujours leur bébé malgré notre âge. Non, j'ai pas de. Ben, ils me suivent moins qu'avant, je te dirais. Ils viennent de temps en temps quand je lutte à Québec, qui est proche d'où ils habitent, d'où j'habite et tout ça. Ils me suivent pas vraiment ailleurs. Mais non, tu sais, quand je suis en ville, souvent une fois ou quelques mois, ils viennent me voir. Surtout mon père. C'est vrai que ma mère, elle vient de moins en moins. C'est sûr que ça fait un peu plus peur. Puis, tu sais, c'est sûr qu'ils ont peur que je me blesse, mais en même temps, j'en fais assez que si j'avais eu à me blesser. Ben, en fait, je suis blessé à vie, mais ça, c'est un autre débat. Mais ça, c'est ça. Tu sais, ils ont peur, mais j'ai jamais eu de retour comme, mettons, assez négatif. Ah, tu devrais arrêter, tu vas te faire mal ou de quoi de même. Non, j'ai quand même un bon support de ce côté-là. Plus de la fierté? Oui, quand même, parce que je m'en sors assez bien depuis quelques années. Le retour de la pandémie a vraiment fait
une pente montante qui arrête pas, là. Fait que j'en profite. On sait que c'est compliqué pour les lutteurs parce qu'en général, c'est tous les week-ends, la semaine, on travaille. Est-ce que c'est compliqué pour toi personnellement d'avoir une vie? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est compliqué? Oui. C'est important aussi, mais en même temps, il y a toujours moyen d'organiser ça pour que ça fonctionne, là. C'est juste, tu sais, comme avec ma blonde, on partage un calendrier, fait que assez les dates que je suis là, que je suis pas là. Fait que ça aide un peu à ça. Puis sinon, c'est ça. Si on veut organiser un souper ou de quoi, c'est des mois d'avance parce que faut que je prévoie ça dans mon horaire de fin de semaine, qu'il n'y a pas souvent de trous. Mais c'est compliqué, mais ça vaut la peine en même temps. Là. On aime ça. Il n'y a personne qui fait de la lutte et qui n'aime pas ça. Ça fait. On se brise trop pour pas aimer ça. Là. C'est bizarre. Après, c'est votre façon de parler à vous, mais vous, au lieu de dire ouais, ma copine, la blonde, ouais, c'est une façon de parler. Car moi, tu vois, c'est vrai que il y a que chez vous. Ouais, c'est un peu, disons, un peu votre rituel. Mm-hmm. Je me moque pas, hein, je veux juste savoir, ne vois pas ça comme une moquerie. Un renseignement particulier. Ben là, j'ai manqué une partie où ce que tu devais rire un peu. Ton micro est. Non, mais c'est pas grave. Ok, c'est bon. Non, mais. Ok, non, mais du coup, je voulais savoir, c'est le fait de pourquoi vous, au lieu de dire ma copine, vous dites ouais, ma blonde. Je sais même pas. Ça date de. Je pourrais pas dire pourquoi c'est comme ça. C'est juste une expression qu'on utilise toutes comme ça. Là. Je me moque pas. Hein, non, je sais, mais c'est une bonne question, mais je pourrais même pas t'y répondre. C'est juste. Ça fait partie du jargon de l'expression qu'on utilise toutes. Tu as des enfants? Savoir? Non, j'ai pas d'enfants. C'est dans les plans, mais pas là. Avoir des enfants, pas faire du catch. Si vous à quelles conditions? C'est sûr que le jour où ça va arriver, la cadence va peut-être ralentir un peu parce que il y a quand même des limites à ce qu'on peut être parti toutes les fins de semaine tout le temps. Mais on verra rendu là. c'est pas pour le moment, j'y vais à fond à environ 3 galas par fin de semaine. Puis quand ça arrivera, on verra un peu comment je vais ajuster mon horaire à ça. Mais c'est ça. T'as pas peur parce que tu vois, en général, bon, tu sais un petit peu comment c'est, enfin, dans le monde du catch. T'as pas peur un petit peu des retours qu'ils peuvent avoir tes enfants, par exemple, si un béton, je te dis une connerie, un béton, tu vois, enfin, ils sont un peu mis en avant, on va se dire, bah oui, ils sont mis en avant. Pourquoi? Parce que c'est la fille tu vois, d'un tel de Michel Pilat. Donc, est-ce que le fait parfois d'avoir soit son enfant dans le catch, est-ce que vous n'avez pas aussi un petit peu peur de ça où on dit, bah voilà, c'est normal parce que tu vois, c'est la fille d'eux? C'est un problème dans tous les milieux, je te dirais. Rendu là, on en connaît des 2 ou 3e génération, des jeunes que c'est arrivé. Puis en vrai, c'est le seul message qu'on peut lui dire, c'est fais ta marque toi-même. Ouais. OK, c'est vrai que souvent, il y a un passé droit ou un passé plus vite à cause du nom ou des parents, mais rendu là, s'ils sont pas bons, ils sont pas bons. Oui, non, mais c'est vrai. Fait, est-ce que c'est injuste? Peut-être. Mais en même temps, ça reste. La lutte, c'est proche du showbiz. C'est un sport que tu vas avancer avec des contacts et des références. Fait que est-ce qu'eux, ils ont un chemin un peu plus facile pour rentrer? Peut-être, mais à l'inverse, ça va être plus dur parce que là, tout le monde sait pourquoi tu es là avant les autres. Fait que là, c'est le temps de performer puis de prouver que t'es pas juste là à cause de ça. Fait qu'il y a la pression qui vient avec, là. Ça peut être une crainte que tu as, toi, dans le futur, c'est un jour
t'as des enfants ou vraiment pas du tout? Non, non, je pense pas que ce soit une crainte à ce niveau-là. Tu sais, on va voir où ça va mener, mais rendu là, comme je dis, on en a vu déjà. Tu sais, comme on a un de mes bons amis, Sean Martel, tu sais, c'est une troisième génération ou même quatrième. Fait que, tu sais, lui, quand il a commencé, ça a été un peu plus raide parce qu'il s'est fait pointer son nom tout de suite. Puis Oui. lui aussi, il y avait la grosse pression là-dessus. Puis en tout cas, il a de l'air à bien s'en sortir. Fait que de mon côté, j'ai pas de peur à ce niveau-là, là. Il On y a va toujours monter moyen de gérer ça. on va monter un petit peu au niveau des questions compliquées. J'espère que tu m'en voudras pas. Oh, aucun Aujourd'hui, problème. qu'est-ce que tu dirais qui est compliqué en étant catcheur? Qu'est-ce qui est compliqué? Dans quel sens? Au Ah, niveau de la vie? Au niveau de monter les ouais, combats? ouais, en général, au niveau de la vie générale. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est un peu comme on parlait tout à l'heure, le fait de ne pas vraiment avoir de week-end, de louper des anniversaires ou Mhm. des week-ends entre famille ou Mhm. encore, Ben, c'est sûr que ce qui est le plus compliqué, c'est que si t'es pas vraiment dans le milieu, tu as de la misère à comprendre le pourquoi du comment qu'on n'est jamais disponible. Tu sais. Ou tu sais, à quel point notre horaire est prévu d'avance. Tu sais, j'ai des dates jusqu'à milieu 2025 déjà. Ah oui, d'accord. Fait que, tu sais, si tu veux un samedi avec moi, t'es déjà presque en retard pour un an. Fait que c'est dur à. Tu sais, c'est un milieu aussi qui a pas vraiment de. Il n'y a pas vraiment de pardon, entre guillemets, là. Tu sais, souvent, tu sais, comme quand ça fait un certain temps que tu es avec une promotion ou de quoi de même, là, tu as un petit peu plus de lousse sur si tu es là, si tu pas là, tu peux manquer un gala par-ci par-là sans trop faire de problème tant que l'histoire le permet. Mais au début, tu sais, il y a vraiment surtout ceux qui commencent, comme j'ai vu ton entrevue avec Léo Harvey, lui, tu sais, il commence, il essaie de faire sa marque. Quand tu commences, tu peux pas manquer une date parce que tu sais jamais quand l'autre opportunité va arriver. Tu sais, si tu laisses ta place à un autre qui performe bien, là, ta place est partie, puis faut que tu retravailles pour remonter là. Fait qu'à ce niveau-là, tu sais, c'est dur de faire comprendre ça à du monde qui n'ont pas vécu un peu ça, Ouais, bien que sûr. tu sais, c'est comparable au milieu de la musique, au milieu du théâtre ou des choses de même, ou tout ce qui est showbiz un peu, où tu prends un casting, puis si tu dis non, ça peut prendre des mois, des années avant qu'on te rappelle pour ce même genre de casting-là. De monter un CV, c'est compliqué pour aller démarcher d'autres structures. Monter un CV, c'est quand même. Je te dirais qu'encore à ce jour, j'ai de la misère un peu à, à monter vraiment un CV qui va parler à tout le monde. Parce que encore là, le milieu de la lutte indépendante est tellement, malgré l'intérêt du monde, c'est quand même encore assez niché. Fait que même si j'envoie mon CV à un Français ou un Européen en Angleterre ou n'importe quoi, même si je lui dis, j'ai lutté à NSPW 127 fois en 2 ans, ça lui dit rien. Tu sais, j'ai fait tel combat, telle affaire, telle chose, on a été pour la télé, pour tel poste, mais si eux ils savent pas c'est quoi le channel qu'on a passé. Fait que c'est quand même compliqué de bien se faire connaître Je à ce niveau-là. remarque qu'il y a très peu ici en France. Bon, il commence un peu à en avoir. Hein, je ne veux pas dire que c'est pas le cas, ça serait de mentir, mais c'est vrai qu'on voit plus de gens qui viennent de l'Europe ou alors de l'étranger, mais personne de Montréal. Est-ce que pour vous, mis de côté par nous les Français ou pas du tout? Est-ce qu'on j'ai manqué la fin, est-ce qu'on se fait mettre de côté par? Ouais. Non, du tout. Je te dis. Au niveau en tout cas, de notre lutte, tu sais, tout ce qui est de la scène québécoise surtout, il n'y a pas de. Je te dirais que c'est un combat entre nous autres plus qu'avec l'extérieur. Tu sais, votre scène en France est beaucoup plus, pas plus jeune, mais euh, disons qu'elle se compare disons, un Québec d'il y a 5-10 ans peut-être, où, tu sais, là, la lutte indépendante commence à émerger, commence à revenir un peu dans la tête du monde comme étant un spectacle
un divertissement qui vaut la peine d'être vu, contrairement à ce qu'on pensait avant de la lutte de sous-sol d'église et des choses du genre. Nous, ça fait déjà, on va dire, un 5-10 ans qu'on a passé cette pente-là, puis on est en train de revenir. Vous, c'est juste d'attendre peut-être un 5 ans, le temps d'avoir 2-3 aigles blancs de plus, puis ça va marcher. Je dirais que la barrière de la langue, c'est un peu compliqué de pouvoir travailler au niveau des matchs, ou ça va en général? Non, ça va très bien en général parce que, en fait, si il y a quand même plus de bilingues que l'inverse. Surtout dans la lutte. La lutte, c'est quand même un langage international, si on veut. Là. Tout se parle en anglais. Tu écoutes la lutte quand tu es jeune en anglais. Fait que quand tu arrives à monter un combat avec un anglophone, même si la discussion pour certaines personnes est moins facile, c'est toujours facile de se faire comprendre dans la lutte. Là. Un body slam, c'est un body slam dans toutes les dans toutes les langues. Si tu dis ça, même un japonais qui parle pas un mot de français ou d'anglais va comprendre ce que tu dis. Fait que non, on est quand même chanceux d'avoir un jargon universel de lutte qui fait que la communication est jamais vraiment un problème. C'est ça, à ce niveau-là. Fait que puis sur l'anglais, moi, ça n'a jamais été un problème. Fait que j'ai été lutter en Ontario, dans les maritimes où c'est plus anglophone, puis ça n'a jamais été problématique. J'ai lutté aux États-Unis un petit peu. Fait que ça n'a jamais été un gros problème pour moi, la barrière de la langue. Je dirais que c'est quoi, toi, le meilleur conseil qu'on ait pu te donner jusqu'à aujourd'hui? Ça a été d'apprendre à me vendre. Il y a Kevin Kelly, le commentateur de New Japan, Ring of Honor et tout ça, m'avait dit un moment donné, parce qu'on parlait de personnages puis de communiquer à un promoteur ou à des fans, essayer de se résumer en une ligne. Puis il m'avait dit de quoi qui a toujours collé. Il m'a dit, si toi, tu n'es pas capable de te vendre, comment tu peux espérer qu'un promoteur ou un booker soit capable de te vendre toi-même? Okay, ouais. Puis à partir de là, ça a fait, OK, c'est là que ça s'est mis à rouler. Puis, OK, comment je peux arriver à me vendre moi-même? Puis après ça, les autres vont juste emboîter le pas. Puis j'ai fait je me suis brandé un peu. Fait que ça a parti un peu un fil de pensée qui a mené à aujourd'hui que j'ai gagné. On peut toujours dire que ces prix-là, c'est sûr, c'est voté plus au niveau du milieu, mais quand tu gagnes des prix où tu es nominé pour les plus populaires ou les meilleurs de ta région, c'est toujours un peu flatteur. Puis tu te dis, OK, j'ai fait quand même de quoi qui a été reconnu par mes pairs. Fait que ça marche assez bien. Il me reste encore 5 questions. Et puis après ça sera la fin. Et encore une fois, je te remercie pour cette interview. Aujourd'hui, avec du recul, que tu regrettes ou non d'être lutteur? Pourquoi je te parle de ça au niveau du regret? Parce que j'ai remarqué beaucoup de monde avec qui j'ai interviewé n'ont plus le temps, ne prennent peut-être plus le temps de pouvoir regarder du catch. Par exemple, je sais que quand tu es fan, avant que tu deviens lutteur, en général, comme tu as expliqué au début de l'interview, toi tu regardais NXT, après, tu as regardé l'Attitude Era. Est-ce qu'aujourd'hui, tu regardes toujours le catch ou pas du tout? Et est-ce que, justement, le fait d'être lutteur, est-ce que c'est ça qui empêche, justement, parce qu'on ne voit plus les choses comme un fan peut le voir? Ça a été on va dire, entre guillemets, un problème pendant un certain temps. Parce que surtout quand les premières années que tu commences, là, tu analyses tout. Tu sais, ton but, c'est à chaque fois que tu écoutes une vidéo, là, tu analyses, tu sais, qu'est-ce qui se passe, pourquoi telle chose a fonctionné, pourquoi il a fait ça, tu sais, le train de pensée, un peu de tout, tu essaies d'analyser pour t'améliorer, puis tu oublies de déconnecter, puis de retomber un peu, te laisser prendre au jeu. Puis ça, c'est de quoi c'est comme dans tout, là, tu sais, quand tu es dans le milieu de la musique, c'est dur quand tu es là-dedans, c'est dur de s'asseoir puis d'écouter un show puis de regarder comment ça fonctionne sans analyser pourquoi lui il va sur le stage là ou de quoi de même. Mais ça m'a pris quelques années. Ça m'a pris un certain temps, on va dire, avant d'être capable de vraiment
revenir fan quand j'écoute un gala. Puis ça a pris aussi un certain temps avant que je me remette on va dire, à consommer de la lutte régulièrement comme avant. C'est sûr que j'ai pas le temps de tout écouter, tu sais, comme SummerSlam cette semaine. Je l'ai écouté en rappel un peu rapide parce que j'avais d'autres choses en même temps, comme toutes les fins de semaine. Tu sais. La lutte, c'est surtout de quoi de fin de semaine, fait que j'ai pas le temps de l'écouter, mais je l'écoute en différé. J'écoute les combats qui me tentent, mais je prends quand même le temps de l'écouter. C'est quand même important de garder un œil sur ce qui se fait globalement. Je trouve ça quand même important. Mais ayant un peu moins de temps, je choisis ce que j'écoute. Tu sais, personnellement, le WWE, c'est pas vraiment un produit qui me parle le plus. Fait que je vais prendre le temps d'écouter plus, mettons, la TNA qui refait des bons galas. New Japan, c'est vraiment des shows qui me parlent plus. Écouter la W, non? All Elite, oui. J'ai pas le temps de tout écouter et on dirait qu'ils en font encore plus que la WWE. Mais Dynamite, je vais souvent l'écouter. Rampage, c'est rare. Mais puis Collision, ça dépend des match-ups. Je vais choisir les combats que j'écoute là-dedans. Mais oui, j'écoute plus c'est All Elite que WWE. Ça, c'est un choix personnel. Puis rendu là, je pense qu'il y a tellement de luttes aujourd'hui à écouter. On n'a plus juste le choix entre ECW ou WWE ou TNA. Il y a tellement de choix que tout le monde y trouve son compte. Là. Du coup, pour toi, aucun regret de t'être lancé dans le catch? Non. Non. C'est une fierté? Une fierté? Oui, d'un certain sens, c'est le fun de... je dirais que cette année, puis l'autre année d'avance, l'été, dans le fond, on fait des tournées de festivals qu'on appelle là, les tournées estivales, où on fait des festivals country, on fait des festivals western et tout ça. Puis, ça fait tellement longtemps qu'on fait ces festivals-là que il y a des gens qui viennent nous voir juste une fois ou deux par année. Puis là, ça arrive souvent ces temps-ci qu'il y a des jeunes, mettons, sont rendus à, on va dire, 18, 19 ans. Puis eux, ils nous racontent des histoires. Ah oui, tu sais, j'ai commencé à aller te voir, j'avais 6-7 ans. Puis là, on voit qu'on a vraiment marqué ces jeunes-là. Fait que c'est quand même, c'est flatteur un peu de voir qu'on a marqué ces jeunes-là au fil des années. Puis ça commence à arriver, là, du monde qui nous sort des histoires d'il y a une dizaine d'années ou 6-7 ans même, quand ils nous ont découvert. Là. Fait que, oui, une certaine fierté de ce côté-là pour ça. Tu t'es déjà fait reconnaître, par exemple, avec ta compagne, je sais pas, enfin, vous faites une activité, tu étais parti faire les courses, tu t'es déjà fait reconnaître? Oui, ça arrive régulièrement. Un peu partout. Là. Souvent, on garde le compte pour le... Tu sais, quand on va dans un événement public, surtout, là, comme dans un show de musique ou de quoi de même, là, on garde le compte pour le fun, voir combien de fois c'est arrivé dans la soirée. Là. Fait que oui, ça arrive quand même plus régulièrement parce qu'à Québec, surtout, on est quand même présent dans tout le secteur. Fait que le monde, il commence à nous connaître un peu plus. Qu'est-ce que tu dirais que le catch t'a apporté jusqu'à aujourd'hui? Du fun. ben du fun. L'amitié aussi? De l'amitié, oui, certainement. Là, il y a du monde que je vois toutes les semaines que jamais j'aurais connu sans la lutte. Parce que c'est un peu la lutte, c'est un peu un mix de tous les milieux, tout le monde possible se réunissent dans la lutte. Fait que oui, des amitiés certainement, du bon temps, quelques blessures, mais ça fait partie du processus. Ouais. Mais rien de négatif vraiment. Ça a juste apporté du bon temps parce que s'il n'y avait pas ça, comme j'ai dit plus tôt, si tu trouves pas de quoi de positif là-dedans, il n'y a rien. Il n'y a rien qui vaut la peine de se casser le dos et de se briser les jambes pour ça. Là. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder complet mes interviews, mais à un moment donné, j'ai la question bonus, d'accord? C'est une question OK. Je demande à tout le monde d'y jouer le jeu, donc ça c'est que ça soit les plus grands.
Tabu, PJ Black, bref, je vais te donner une baguette magique virtuelle, d'accord? Tu as la Ok. possibilité de faire apparaître 3 catcheurs de ton choix, et c'est ces 3 catcheurs-là, ça serait des catcheurs que tu aimerais ou que tu souhaiterais affronter. Ça peut être des catcheurs qui sont morts actuellement, comme ça peut être des catcheurs qui sont toujours vivants. Si jamais tu aurais 3 catcheurs que tu aurais aimé ou que tu souhaiterais affronter, qui ça serait pour toi et pourquoi? Je te dirais AJ Styles. Probablement Randy Savage, clairement. Qui d'autre? Probablement Naito. Naito, c'est mon lutteur japonais préféré depuis nombre d'années. Je te dirais depuis qu'il est depuis qu'il est revenu de la TNA, puis qu'il est rendu heavyweight dans Los Ingobernables. C'est vraiment mon lutteur préféré au Japon. Fait que j'aimerais vraiment ça, juste lutter contre lui. Macho Man, ça a été une des premières inspirations pour moi d'essayer d'adapter un style old school vers le new school, parce que lui, c'est un peu ça qu'il faisait. Il était comme un peu pour son époque, c'était un high flyer, c'était un gars qui faisait des trucs un peu flyés, mais il utilisait toujours des moves quand même sortis un peu des moulamites. Tu sais, son couronnement de la 3e corde, il a juste monté sa 3 puis il faisait de quoi que du monde dans les années 50, c'était une grosse séquence. Fait que il a toujours été un peu avant-gardiste là-dedans. Fait que c'est sûr qu'il y aurait de quoi apprendre là-dedans. Puis AJ Styles, ben c'est un peu la raison pourquoi je suis dans la lutte, ce gars-là. Fait que, ouais, j'ai lutté avec, vivre un peu l'expérience. Son passage du côté du Japon, du côté de la TNA, ça t'a emballé? Mm-hmm. Oui, oui, oui. Ben, quand j'ai découvert la TNA en 2005-2006, c'est vraiment sur lui que j'ai accroché. Puis, tu sais, je l'ai rencontré quand il est venu à Québec quelques fois. Ça a été vraiment l'inspiration principale de commencer à lutter, c'était pas mal lui. Tu sais, oui, j'en ai vu d'autres qui étaient bons, que je suis devenu fan, mais AJ Styles, c'est quand même l'inspiration numéro 1. Tu l'as rencontré, tu dirais, dans quelles circonstances? C'était quoi? C'était pendant un show? C'était pendant un show, oui. Il est venu avec la TNA à l'époque, puis il est venu aussi dans un show indépendant aussi à Québec. Pas croisé dans les vestiaires? Ou... Non, non, non. C'était à l'extérieur, prendre des photos. Tu sais, j'étais même pas encore dans le milieu à cette époque-là. Là. Fait que... Il est impressionnant. Je demande un peu. Il est plus petit que je l'aurais cru. Oui, parce qu'en fait, en gros, ils sont venus de Lyon Backlash. Ici, c'est vrai que moi, je l'ai vu de loin. J'ai extrêmement baraqué. Oui. Ah oui, il y a une shape. À son âge, d'avoir la shape qu'il a, c'est impressionnant. D'après moi, ils sont tous tombés dans la même marmite. Là. Lui, Randy Orton et Drew McIntyre, quand il est revenu, ils ont tous eu le même coach, d'après moi. Mais non, c'est impressionnant. Mais les premières fois que j'ai vu des gars-là avec des gros noms, j'ai tellement été, entre guillemets, déçu par en vrai, ils sont beaucoup plus petits, moins gros. La TV leur fait vraiment un avantage, les met vraiment en valeur. Nous, on lui a chanté une musique qui est vraiment phénoménale. Il comprenait pas, mais après, ensuite, une fois qu'on lui a expliqué ce que ça voulait dire, il a dit ah yes. Justement, toi, avec, depuis que tu es dans le catch, tu as dû voir tout et n'importe quoi. Tu as une anecdote peut-être à nous raconter, quelque chose que tu as vécu, qui t'a beaucoup fait rire ou qui t'a énormément marqué depuis que tu es dans le catch? Compliqué. Une anecdote. Ah, c'est quand même. Si t'en as pas, c'est pas grave. Hein. Tu me dis non, j'en ai pas, on passe à la suite. Hein. Ah non, à première vue, pas vraiment vraiment marquant. Il y a plein de moments qui se sont passés, mais comme une grosse anecdote. Non. Pas vraiment, non. Non, ok, non, mais. Et du coup, on conclut avec 2 dernières questions. Que réponds-tu, toi, aux gens qui te disent que le catch, c'est truqué? C'est des choses qui t'énervent? Tu as pu faire changer d'avis d'autres personnes? C'est quoi ton avis sur ça? Ben, ma réponse est toujours la même. C'est prédéterminé.
mais c'est clairement pas truqué. On sait le résultat, on compte une histoire, mais quand on sort de la troisième corde puis qu'on tombe en bas, ça fait mal. Puis il y a des coups de poing qui passent droit puis qu'on se fait. Une athémie, c'est une athémie. Ouais, ça fait très mal. Exact. Pris un athémie. Fait que c'est ça, je dirais. C'est prédéterminé, mais c'est pas truqué. Les chutes sont vraies, les coups sont vrais, tout. On est un peu niaiseux, en fait. Ça te fait mal parce que peut-être des blessures, mais ça te fait mal de la part de personnes qui pas et qui disent la douleur que tu as, toi, elle n'est pas truquée. Mm-hmm. Quand au soir chez toi, tu as des fractures que tu as. C'est sûr que la douleur est quand même est moins pire qu'avant. C'est sûr que quand tu commences, ça fait plus mal, puis faut t'apprendre à bien tomber puis tout, puis des fois on fait des niaiseries entre guillemets où on se fait mal quasiment volontairement. Là. Mais je te dirais que c'est souvent plus le lendemain ou le surlendemain que là tu sens un peu que quand on a une grosse fin de semaine de 3-4 shows de suite, ça arrive pas souvent 4, mais mettons 3 galas de suite, le lundi ou le mardi matin. Là, tu sens que ton corps a besoin de voir une masso ou d'avoir un peu de repos parce que c'est quand même compliqué. Là. Ça commence à... Tu sens les coups par après. Puis, c'est ça. Tout à l'heure, je te parlais, là, ça va être pour la dernière question, tout à l'heure, je te parlais de tes meilleurs matchs et de tes pires matchs. Mm-hmm. C'était un peu compliqué pour toi de trouver un mauvais match. Je vais te parler d'un endroit. Est-ce que... Alors, après, attention, je veux pas non plus que une fois que les gens entendent ça ou par exemple, tu te fais engueuler parce que voilà, tu as parlé de ça, mais je voulais savoir partout où tu es catché, est-ce qu'il y a un endroit où tu as le plus aimé aller catcher et un endroit où tu as le moins aimé pour différentes raisons? Il n'y a pas un endroit que j'ai moins aimé en général, mais je me rappelle d'une fois à Halifax. C'était pas nécessairement l'endroit le problème, mais on sortait de 3 gros shows. On avait fait un aréna, je ne me rappelle plus trop où. La semaine après, on avait fait le Centre des congrès à Québec avec quasiment avec 1000-2000 personnes. On avait fait un autre gros gala avec Shawinigan avec un combat de cage. C'était plein de monde. Puis juste après ça, on arrive à Halifax. Il y avait à peu près 300 personnes. Puis c'était super silencieux. On dirait que le monde avait oublié qu'il pouvait crier. Fait que c'était beaucoup, comment dire, c'était extrêmement décevant comme show après un enchaînement de gros shows, de gros événements, de gros moments. Puis là, on retombe à la réalité avec un petit show de monde pas bruyant. Mais c'était la première fois que cette salle-là était comme ça. Puis on est retourné, puis après ça a toujours quand même bien été là-bas, mais cette fois-là, ça a été celle-là qui a fait le plus mal parce qu'on avait tellement une bonne enchaînement, une bonne succession de shows, puis là, t'arrives là, puis c'est comme un gros galon d'eau glacée d'en face. Un meilleur endroit où tu as aimé aller catcher? Il y en a un en particulier? C'est un peu, disons que quand tu sais que tu vas catcher dans cette ville-là, c'est vraiment le truc où tu fais une croix dans ton calendrier parce que tu sais que tu vas passer un putain de bon moment. Oui. À Montréal, les Faux-Fun électriques, c'est un petit bar. Ils rentrent à peu près peut-être 200-250 personnes là-dedans. Mais c'est toujours complètement fou comme ambiance. Puis de la manière que la salle est organisée, les fans ont quasiment les pieds dans le ring. Oui. Fait que la proximité est là, le monde sont en feu. C'est le dimanche soir, puis le monde sont complètement fous là-bas. C'est toujours... quand tu vas là, tu sais que tu vas avoir une belle soirée. Puis sinon, à Québec, on a le pavillon Guy Lafleur, on a fait un show là en juin. Il y avait un peu plus que 2000 personnes. C'était complètement fou. C'était là que la lutte des années 80 se passait. Fait que c'était comme le retour de la lutte dans le grand amphithéâtre. Fait que c'était spécial, mais là, on n'y va pas souvent. Une fois par année. Tandis nous, c'est pareil. On y va souvent. Nous, en France, c'est pareil. On a aussi un bar du coup à côté de Paris qui s'appelle La Librée,
où justement, tu vois, tu es aussi proche des fans et je trouve que franchement, c'est bien parce que au moins, tu gardes de la proximité. Donc, merci beaucoup, en tout cas, pour cette interview. Je vais te laisser la conclure avec ce que tu veux, que ce soit pub, réseaux sociaux, ce que tu veux. Mais en tout cas, encore une fois, merci à toi pour cette interview. Ben, merci à toi de m'avoir invité. S'il y a du monde qui veulent me trouver sur Internet, juste à chercher Michel Plante Brand sur Facebook, Instagram. Je mettrai dans la description. Exact. Puis ça me tente d'aller lutter en France. S'il y a du monde en Europe que ça le tente, moi, je suis très ouvert à aller faire une petite tournée là-bas, trouver une coupe de... C'est sûr qu'il y a juste un show, ça va coûter cher pour tout le monde, mais faire une petite tournée en France, ça serait quand même le fun. En tout cas, je te souhaite. Merci à vous d'avoir écouté cette interview. Encore une fois, merci à toi. Puis moi, je vous dis merci à toi. Bye tout le monde. Ciao. Au revoir.